Ce masque est un masque à transformation de la société Kwakwaka'wakw, communauté amérindienne vivant en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Sculpté dans du bois de cèdre, il date de la fin du XIXe siècle. Fermé, il représenterait un corbeau, ou peut-être un aigle. Un dispositif de cordelette permet d'ouvrir et de fermer les deux volets latéraux. Ouvert, il laisse apparaître un autre masque figurant un visage humain au nez crochu, révélant la double nature de l'être représenté. Sur leurs faces internes, les deux volets sont garnis d'une toile peinte. Masque articulé qui se transforme, expression de la métamorphose. Les métamorphoses, c'est toute une conception du monde, un échange continuel entre les animaux, les hommes, le surnaturel. Les peuples de la côte nord-ouest se sont évertués à rendre visible l'invisible, en donnant forme à des représentations mentales élaborées aux confins du réel et de l'imaginaire. Dans la société Kwakwaka'wakw, les masques font partie du patrimoine symbolique d'un chef. Ils sont liés aux mythes se rapportant à l'origine du monde. Les masques sont aussi la manifestation du pouvoir ancestral des esprits. Chaque masque est associé à un mythe, une danse, un costume. Il ne peut s'interpréter comme un objet séparé. Les masques apparaissent lors de représentations religieuses et théâtrales, et aussi à l'occasion des potlatchs, grands rassemblements qui permettent à travers les distributions de biens de valider publiquement la transmission des privilèges, les noms, les danses, les chants. Le mot potlatch lui-même signifie « donner dans le cadre d'une cérémonie ». Au nom du progrès et de la morale chrétienne,
les potlatches, qui sont l'essence même de la culture indienne de la côte nord-ouest, vont être sévèrement réprimés par l'administration coloniale. Malgré l'interdiction des potlatches en 1884, les Indiens braveront la loi. Ils seront jugés, emprisonnés et leurs objets rituels confisqués. En 1914, on estime que 80% de la population Kwakwaka'wakw a disparu depuis l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, ils sont environ 5000. Paradoxe, alors qu'on interdit les potlatches et que le gouvernement canadien emprisonne des chefs et confisque des objets de cérémonie, le photographe ethnologue Edward Curtis et des anthropologues comme Franz Boas tentent de sauver ce qui peut l'être du monde indien. George Hunt, le principal informateur de Franz Boas, est filmé ici avec sa femme en 1927. C'est à la même époque que André Breton et Paul Éluard font la découverte des arts de la côte nord-ouest. Dans les années 40, en exil à New York avec le groupe surréaliste, ils continueront à se passionner pour ces cultures qui correspondaient à leur vision et préfiguraient leur propre volonté artistique. L'ethnologue Claude Lévi-Strauss quitte l'Europe en guerre pour New York et partage avec le groupe surréaliste les mêmes émotions esthétiques. C'est à cause de l'amitié que j'avais nouée alors avec André Breton qu'ensuite aux États-Unis, à New York où nous vivions l'un et l'autre, j'ai connu tous les surréalistes qui s'y trouvaient également réfugiés, Max Ernst, Tanguy, Masson et quelques autres. Et que j'ai formé avec eux pendant ces premières années d'exil aux États-Unis une sorte de petite société, enfin très ardente, très curieuse de tout, de cette vie américaine que nous découvrions, de l'art des Indiens américains auquel on s'intéressait fort peu à cette époque-là aux États-Unis. La curiosité était uniquement ethnographique, on collectionnait bien sûr les objets indiens, mais comme des documents et non pas du tout comme des œuvres d'art. Et je crois que si une sorte de tournant s'est marqué à ce moment-là, c'est un petit peu à notre séjour aux États-Unis qu'on le doit. Des collections publiques et privées se constituent. C'est chez un antiquaire de New York, Julius Carlebach, qu'en 1942, Claude Lévi-Strauss va acheter le masque à transformation. En 1951, il met en vente sa collection à l'hôtel Drouot. Le masque à transformation est acquis par une personne anonyme qui en fait don la même année au Musée de l'Homme. Nous ne savons pas à quelle tribu a appartenu ce masque. Nous ne pouvons le rattacher à son mythe d'origine. Bill Holm, grand spécialiste de l'art indien de la côte nord-ouest, lui-même initié et danseur de masques, est l'un des seuls à pouvoir nous éclairer. Le masque que nous voyons est un masque à transformation. Il pourrait représenter un ancêtre au moment de son arrivée sur Terre sous la forme d'un corbeau.
Je pense qu'il vient de la région de Fort-Repère, mais ce n'est qu'une intuition. Les Kwakwaka'wakw appellent ce type de masque un tatlamutl, ce qui signifie un masque dont une partie s'ouvre ou se déploie, comme une porte que l'on ouvre. C'est un masque qui se dédouble et dont les côtés s'écartent pour révéler l'autre créature, l'être qui est à l'intérieur. Il existe divers masques à transformation, et celui-ci représente non pas un corbeau, mais un ours grizzly. Mais il est très semblable avec deux côtés qui s'écartent et un masque à figure humaine à l'intérieur. L'écorce de cèdre qui surmonte le masque pose un problème d'interprétation, car elle est généralement l'emblème des cérémonies d'hiver baptisées Tseka ou Tse-Tseka. Cependant, cette écorce de cèdre est généralement teinte en rouge. Or, celle-ci semble de couleur naturelle. Ce qui me fait penser que ce masque n'est pas un masque de rituel Tseka. D'une part, en raison de cette absence de teinture, et d'autre part parce que les masques à transformation sont rares dans le rituel Tseka et très courants dans l'autre grand ensemble de cérémonies Tlasala. Le rituel Tlasala représente les ancêtres du clan et ce masque me semble en faire partie. Depuis la suppression, en 1951, de la loi anti-potlatch, on assiste à une renaissance artistique et culturelle. Des totems et des masques sont sculptés pour les cérémonies, mais aussi pour les musées et les collectionneurs. Les jeunes générations perpétuent la tradition. C'est le cas de Joe Wilson à Alert Bay, près du nord de l'île de Vancouver. C'est beau de voir un très ancien masque. Il est unique en son genre. Il est d'une très vieille école. Les Kwakwaka'wakw du Sud, les Kwakwaka'wakw que nous sommes, sont beaucoup plus libres formellement, ce qui est tout à fait rare sur la côte. Nous étions moins enfermés dans des règles rigides, à tel point qu'on nous qualifiait de créateurs sauvages, libres, inspirés, n'ayant pas peur de repousser sans cesse les limites. Notre utilisation de l'ovoïde était plus souple, moins systématique. Mais le fait est que l'ovoïde a une part importante dans cet art. C'est un motif unique. Si certaines pièces ne comprennent pas d'ovoïde entier, vous trouverez des formes arrondies. Qu'elles soient sculptées, peintes ou les deux, elles contiennent toutes un demi-ovoïde. Si vous regardez une forme en U, vous verrez la forme de l'ovoïde dedans, parce que vous aurez une moitié d'un côté, et l'autre sera là aussi. Mettez-les ensemble et vous aurez un ovoïde. Toutes les formes ont été amputées, tordues, modifiées à partir de ce motif. Comme les ronds que fait un caillou en tombant dans l'eau, voilà le rôle de l'ovoïde dans notre art.
Quand vous cachez ceci, vous avez 2 yeux, bleus de ce côté et noirs de l'autre, et 2 traits rouges qui ressemblent à des narines, et puis la forme d'une bouche. C'est très abstrait, j'avoue. Mais il semble bien y avoir un visage ici et un autre là. Et là, on dirait l'articulation d'une aile, avec ses plumes, ici, dans cette forme. Et on retrouve le motif en demi-U de la plume là-haut, qui renvoie au masque fermé du corbeau. Donc, il est très possible que ceci représente un corbeau très abstrait, dans une sorte de vision spirituelle, ou délibérément abstraite dans une volonté d'abstraction. L'artiste qui a sculpté le masque n'a pas été identifié. Son lieu d'origine reste donc improbable. Bill Holm suggère l'hypothèse de la région de Fort Rupert, au nord de l'île de Vancouver, où vit et travaille Calvin Hunt, sculpteur et danseur de masques. Le corbeau, c'est à travers lui que nous avons reçu la danse Tlasala, qui est une danse de paix, associée à une autre histoire de déluge. Beaucoup de ces histoires parlent de déluge. Alors que les eaux bouillonnaient encore, des oiseaux sont venus. Les eaux étaient encore très agitées. Ils ont volé au-dessus de l'eau et ils se sont ébroués. Du duvet et des plumes sont tombés sur l'eau. Les eaux se sont calmées et elles ont lentement reflué. Cette danse que nous appelons danse de paix ou Tlasala nous vient de notre arrière-arrière-grand-mère, Annie Slugger. C'est de là que nous vient le blason du corbeau. Il vient des tribus du Nord. C'est quelque chose qui nous a été transmis par le mariage. Le corbeau apparaît toujours comme un tricheur. C'est lui qui apporte la lumière, qui donne le soleil aux hommes. Il existe une histoire, celle d'un grand chef qui avait une boîte contenant le soleil. Le corbeau savait où la fille du chef allait boire. Alors il y est allé, et quand elle est venue boire, il s'est transformé en aiguille de pin au-dessus de l'eau. Elle ne s'est pas rendue compte de sa présence, l'a avalée et elle est tombée enceinte. Tous les gens du village ont pensé que ce n'était qu'un événement surnaturel et plus personne n'en a parlé. Elle a donc donné naissance à un fils. Et ce fils voulait toujours jouer avec cette boîte, parce qu'il savait qu'elle contenait la lumière du jour. La fille du chef suppliait sans cesse son père. Finalement, le chef laissa l'enfant jouer avec cette boîte. Alors que personne ne faisait attention à lui, il s'est retransformé en corbeau et il a emporté le soleil dans le ciel. C'est ainsi que le corbeau a délivré le soleil, grâce à cette ruse de tricheur.
These are hard to move on this because we're on an angle. That's okay. Oh, is that it? Is that okay? Do you want me to hold it? Just untie this back part for a second. À Alert Bay, la communauté tente de préserver sa culture, ses traditions, sa langue, notamment au travers des potlatch, comme celui-ci filmé en 1997. Nous sommes dans la maison où se déroulent les cérémonies, la Big House, qui représente le clan des ancêtres. Les totems, comme les masques, sont des privilèges qui appartiennent à des familles spécifiques. Chaque famille possède une ou plusieurs danses transmises de génération en génération, un moyen de préserver son histoire et sa tradition. Le potlatch permet de sauvegarder, de maintenir, de transmettre des privilèges qui remontent aux origines, quand les ancêtres apparaissaient sous forme animale et se transformaient en êtres humains. Imaginons le temps où notre masque était dansé. Un danseur apparaît, un masque sur le front. À chaque mouvement de sa tête se répand du duvet d'aigle, symbole de paix. Le danseur quitte la maison cérémonielle, ses assistants courent après lui. Coup de théâtre, ils reviennent avec son masque et déclarent à l'Assemblée qu'il a disparu. Eh bien, que va-t-il se passer ? Après un moment, on entend des bruits étranges au dehors de la maison cérémonielle, le cri d'un corbeau. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? S'exclame-t-il. Les assistants du danseur finissent par sortir, scrutent l'obscurité et ils disent « C'est un corbeau Gwagwina ». Les chanteurs entament le chant du masque et les assistants tiennent une couverture pour cacher l'arrivée du danseur par la porte d'entrée.
Quand ils rentrent, les assistants abaissent la couverture et voilà cette créature avec un masque de corbeau, vêtue d'une couverture sombre, ou parfois d'un vrai costume en plume de corbeau avec des ailes, mais le plus souvent juste une simple couverture. Il fait le tour à l'intérieur de la maison à la lueur du feu, entouré de ses assistants, qui soufflent sur lui du duvet d'aigle. Il fait le tour dans la maison en imitant le corbeau. Tout d'un coup, alors que la musique change de rythme et que le chant mentionne la créature cachée, son masque s'ouvre. Dans la lueur du feu, il se tourne d'un côté puis de l'autre afin de montrer son masque, puis il le referme et recommence à faire le tour de la maison cérémonielle, puis il rouvre son masque. À la fin, il sort derrière un rideau au fond. Les chanteurs marquent la cadence et crient « wouk, wouk, wouk » tandis qu'il disparaît.